Donc voilà, on va parler de cette dernière ligne droite et donc des différentes stratégies menées par Donald Trump et par Kamala Harris. Du côté de Donald Trump, vous le savez, depuis en fait le retrait de Joe Biden, la campagne Trump est en difficulté. Elle est en difficulté parce que déjà le calendrier était naturellement favorable à Kamala Harris avec son arrivée dans la campagne, son début de campagne, le choix de Tim Walz, la convention démocrate. C'est beaucoup de temps d'antenne pour les démocrates et évidemment c'est un handicap pour Donald Trump qui depuis 2015 a une stratégie qui a fonctionné en 2016, qui n'a pas fonctionné en 2020 parce que justement c'est le problème de cette stratégie-là, mais sa stratégie-là, c'est d'occuper l'attention médiatique tous les jours. Et plus possiblement, si c'est possible, de l'occuper gratuitement, ce qui lui évite de acheter des spots de campagne. On l'a vu en 2016 ou en 2020, où en fait il a moins utilisé d'argent pour sa publicité que Hillary Clinton et Joe Biden. Le problème en 2020, c'est que sa présence continue dans les médias et entre autres ses conférences de presse quotidiennes de la Maison-Blanche, depuis la Maison-Blanche pendant la pandémie, pendant la crise Covid, a fait que il y a eu ce qu'on appelle aux États-Unis ça overexposure. Donc il s'est exposé. On l'a trop vu, on ne pouvait plus le voir et les Américains sont allés lui envoyer le message lorsqu'ils ont voté en novembre 2020 en disant on ne veut plus. Là, aujourd'hui, Trump est face au problème contraire, c'est qu'il n'arrive plus à exister. Et les quelques fois où il a essayé d'exister depuis l'arrivée de Kamala Harris, ça a été une catastrophe. Ça a été une catastrophe, pourquoi ? Parce que Trump est tombé sur ses réflexes habituels, c'est-à-dire l'attaque. Il y a même eu des événements de campagne, des meetings qui devaient être consacrés à d'autres sujets, comme l'inflation par exemple, où en fait il n'a pas voulu en parler et il a préféré attaquer Kamala Harris avec des sous-entendus sur son identité raciale, avec des attaques frontales, on parle plus de sous-entendus, sur son rire, sur sa soi-disant stupidité, etc., etc. Et chaque attaque on fait que l'écart s'est encore plus creusé entre lui et Kamala Harris. On est arrivé à un moment où les attaques de Trump, qui ont été sa force pendant des années, commencent à éloigner massivement des blocs électoraux dont il a besoin. En commençant évidemment par les femmes. Et donc il y a eu un vrai recadrage ces derniers jours dans sa campagne de proposer moins de meetings dits généralistes à Trump. Il y en a eu un vendredi en Arizona qui a été un vrai succès public avec près de 12 à 15 000 personnes qui étaient présentes, une salle comble. Il faut aussi le souligner lorsque c'est le cas. Et donc moins de meetings publics, mais plus d'interventions thématiques. La campagne se dit, ben voilà, si tous les jours on lui fait parler d'un thème et d'un thème uniquement, ce sont des interventions qui sont plus courtes et qui sont balisées et donc ça va éviter à Trump de partir dans tous les sens. Ce qui marche plus ou moins parce que déjà Trump s'embête et donc on a des interventions qui finalement n'ont pas l'écho que la campagne aimerait parce que Trump n'est pas passionné et donc au bout d'un moment les médias, y compris les médias de soutien à Trump, les médias alliés, comme Fox News, comme Newsmax, arrêtent de transmettre ces conférences de presse thématiques parce qu'on a Trump installé à un podium qui est en train de lire un document et c'est Trump, quand il n'a pas envie de faire quelque chose, ça se ressent. Et donc on tombe dans l'ennui, le manque d'énergie. Donc c'est un petit peu la limite de ce moment-là, et c'est aussi ce qui illustre les difficultés de cette campagne. C'est-à-dire que
en voulant canaliser Trump, ils sont aussi en train de se tirer d'une balle dans le pied, mais c'est toute l'équation, c'est que lorsque on ne canalise pas Trump, c'est Trump qui tire une balle dans le pied. Donc il y a cette espèce d'équilibre qui est difficile à trouver. Et lorsque une campagne est dans le doute, et je parle ici de doute, résultat, rien ne va. Et quand je dis rien ne va, ce sont à la fois les interventions du VP, on en parle beaucoup moins, on remarquera que Trump a passé plus de temps sur scène avec Robert F. Kennedy Jr. vendredi que ce qu'il a passé de temps sur scène avec J.D. Vance. J.D. Vance n'apparaît plus avec Donald Trump, on l'envoie dans le pays faire des événements de campagne qui se passent assez mal. On a vu ces derniers jours, Cody vous l'a montré, cette espèce d'opération de communication complètement ratée où il doit aller acheter des donuts. On a vu plusieurs fois des meetings où il y a absolument personne. Dans l'ombre, J.D. Vance a une autre utilité, où là, par contre, il performe, c'est que loin des caméras, donc on voit ces événements publics qui ne sont pas des réussites, loin des caméras, en fin de journée, J.D. Vance fait ce qu'on appelle des soirées fundraising où il va lever de l'argent parmi les électeurs les plus riches. Je vous enverrai, je vous montrerai sûrement dans Maintenant Matin, d'ailleurs mardi matin avec Thomas, une de ces invitations, c'est des soirées où on doit payer plus de 100 000 $ pour être là, pour pouvoir parler avec J.D. Vance, et il multiplie ces soirées-là de levée de fonds et il est relativement efficace. Et ça permet du coup à Donald Trump de ne pas les faire pour deux raisons, parce que ça rajoute à son emploi du temps. N'oublions pas, il a 78 ans. Et puis, dernièrement, lorsque justement il s'est pensé en étant en complète sécurité devant un parterre de supporters prêts à payer pour l'aider à gagner, il a trop parlé et il y a toujours des enregistrements audio qui fuient, alors on préfère envoyer J.D. Vance qui arrive à rester en message. Et donc ça, c'est aussi une illustration d'une campagne qui est dans le doute. J.D. Vance qui n'arrive pas à s'imposer, à sortir de cette image de il est bizarre, il est étrange, il est weird. Et de l'autre côté, des erreurs simples et basiques de communication. Ouais, c'est mon introduction. Ce matin, par exemple, il y a 2 heures de cela, Donald Trump, donc aujourd'hui, on est dans des campagnes thématiques. Le thème de la journée de lundi, c'est de parler des militaires, des anciens combattants, etc. Qui est un sujet en plus difficile pour Donald Trump parce que vous savez, on l'a traité plusieurs fois. Il y a tous ces propos contre les soldats blessés, le fait qu'il a refusé d'aller à certaines cérémonies, de ne pas vouloir aller dans des cimetières militaires, de ne pas vouloir être photographié à côté de militaires, d'anciens militaires blessés, mutilés sur des fauteuils roulants. Les témoignages sont multiples, il y a ces déclarations lui-même la semaine dernière. Donc aujourd'hui, on essayait du côté de la campagne Trump de faire un petit peu le ménage. Il était à Arlington pour aller poser. Arlington, c'est le cimetière national militaire américain à Washington, pour aller déposer une gerbe en mémoire des 13, je crois qu'il y en avait 13 soldats américains qui sont morts lors de l'évacuation de Kaboul. Une évacuation, vous le savez, sous Joe Biden, qui s'est assez mal déroulé, on peut le dire, c'est peut-être même un pléonasme, mais qui avait été décidé, ne l'oublions pas, par Donald Trump, qui avait signé tout ce calendrier juste avant de partir. Mais bon, dans tous les cas, il était là. L'idée était de reprendre la main sur ce thème-là. Il est en ce moment même, pendant que je vous parle, en train de faire un discours devant une association de la garde nationale. Donc, encore une fois, on s'empare des symboles. On a Trump, le condamné, qui a mis en avant, en danger
l'avis des policiers du Capitole le 6 janvier qui s'affiche avec des policiers pour vous expliquer qu'il est le candidat de la loi et de l'ordre. On a Trump qui refuse de rendre hommage aux militaires tués, blessés, mutilés ou prisonniers, qui aujourd'hui est en discours pour dire que c'est le candidat de l'armée. Il devrait obtenir le soutien de Tulsi Gabbard, aujourd'hui ancienne, depuis très longtemps elle ne l'est plus, ancienne démocrate pro-Poutine, pro-Syrie, qui devrait donc, comme RFK, lui apporter son soutien. Donc voilà, donc c'est une journée balisée où Trump ne devrait pas trop faire de boulettes. Et puis, parce que Trump reste Trump, les boulettes se produisent malgré tous ces efforts de la campagne d'encadrer ces moments, de définir ces moments, de donner des thèmes à ces moments-là. Et l'exemple, c'est cette photo qui circule, hein, Trump en train de poser devant une pierre tombale, donc c'est aujourd'hui, entouré de famille d'un des militaires décédés, et oubliant le côté solennel du moment, hein, nous sommes sur le cimetière, au milieu des pierres tombales, et il nous fait une photo-op politique, sourire Donald Trump, thumbs up en avant. Ce n'est pas un faux, c'est Donald Trump dans un cimetière avec le pouce levé au-dessus d'une tombe d'un soldat tué à Kaboul. Donc voilà, aujourd'hui, c'est le cliché que les Américains vont découvrir. On va dire, voilà, bon, Trump était là à Arlington, et puis il va y avoir ce moment qui va marquer sa journée. Et puis sûrement des déclarations plus tard, on verra demain matin, dans Maintenant Matin, je vous parlerai évidemment de ce discours qu'il est en train de faire, mais voilà comment non seulement tous les efforts de sa campagne sont mis en l'air à cause d'une photo, et voilà aujourd'hui un résumé les difficultés de Trump qui ne saisit pas le moment. Il est en campagne électorale, il est habitué, on a vu des centaines de photos de lui à Mar-a-Lago où il y a des fans qui viennent poser avec lui et il les reçoit tout sourire, le pouce en l'air. Il s'est dit je vais faire pareil, mais nous sommes dans un cimetière. Tout ça, cette longue introduction, elle est évidemment pour arriver au cœur de cette première partie de notre émission, qui est le débat, et le débat prévu pour le 10 septembre. On fait une petite pause et on se retrouve tout de suite après. Voilà, nous revoilà donc dans la stratégie de campagne de Trump à 70 jours de l'élection. Je voudrais vite remercier Mamie Nanou pour son super chat. Merci beaucoup pour le donut de Cody et pour se faire pardonner, il n'y a pas de problème. Et puis merci beaucoup à Jérémy qui passe par la case Super Sticker, et c'est la première fois que tu soutiens notre chaîne. Merci beaucoup Jérémy de venir aider notre travail 100% indépendant. C'est grâce à tous ces dons que nous sommes là en ce moment quasiment tous les jours, et qu'on va vous faire vivre cette campagne et les procès Trump. On y arrive très vite. Dans quelques jours, les procès Trump de l'intérieur. Donc voilà, merci beaucoup à tout le monde, et donc merci à toi Jérémy pour ton premier super sticker. Donc le calendrier électoral de ces derniers mois était relativement simple. On avait les dates de la convention démocrate,
On vient de la passer, c'était la semaine dernière. Merci d'ailleurs d'avoir été aussi nombreuses et aussi nombreux à l'avoir vécu en direct avec nous. C'était une expérience qui restera unique pour nous aussi. 14 émissions en 5 jours. C'était vraiment un véritable privilège d'être avec vous. Donc la Convention démocrate. Et puis après, lorsqu'on rentrait justement dans cette dernière ligne droite, traditionnellement, la ligne de départ du sprint vers la Maison Blanche, c'est après le week-end de Labor Day. Le week-end de Labor Day, c'est ce week-end aux États-Unis. C'est le dernier pont de 3 jours qui marque la fin de l'été. Et donc, tous les 4 ans, on considère que la campagne démarre vraiment à partir ça sera du 3 septembre cette année, donc 2 mois avant l'élection, que ce sont les 2 derniers mois. Vous vous rendez compte, la campagne commence depuis les 2 derniers mois et ça fait 6 mois que je vous la raconte quasiment au jour le jour. Et donc, dans ce calendrier, Labor Day, ensuite, le 10 septembre, le débat entre Donald Trump et Kamala Harris. Le 1er octobre, le débat entre J.D. Vance et Tim Walz. Et puis, vers le 15 octobre, pas de date arrêtée pour l'instant, un dernier débat entre Kamala Harris et Donald Trump. 15 jours plus tard, les Américains votent. Ça, c'était le calendrier. Et puis, la nuit dernière, Donald Trump a commencé à remettre en question ce débat-là. Un débat dont déjà les bandes annonces qu'on va voir tout de suite commencent à circuler sur ABC, qui va être le diffuseur de ce débat-là. On regarde cette bande annonce qui était diffusée pendant la Convention démocrate. Want to be your next president. Now Kamala Harris, Donald Trump, face to face. The ABC News presidential debate, moderated by David Muir and Lindsay Davis. Tuesday, September 10th, live on ABC and streaming on Hulu and Disney+. Donc voilà, donc ça c'est la bande-annonce. Et donc hier soir, Donald Trump va sur Truth Social tard dimanche soir pour poster un message qu'on va voir où au milieu de 20 000 attaques attaques et accusations contre Kamala Harris, se demande pourquoi il devrait participer au débat contre Kamala Harris sur cette chaîne-là, donc ABC, et en terminant son message en disant « Stay tuned », restez là, continuez à surveiller. Donc ça veut dire qu'il n'est pas certain qu'il veut participer. On en a un petit peu parlé ce matin dans Maintenant Matin avec Cody. Il y a différentes raisons à ce message. D'abord, je pense que comme tout le monde qui a vu la campagne, le discours d'investiture de Kamala Harris, on sait que ça va être un débat très compliqué pour Donald Trump, que face à lui, il a une opposante tenace qui a été procureur de la République, qui a travaillé comme procureur dans des affaires extrêmement sérieuses et qui a plaidé devant des tribunaux pour obtenir des condamnations. Donc c'est déjà un problème. Donc oui, Donald Trump est sûrement terrifié par ce moment-là. La deuxième raison, c'est que nous sommes dans une stratégie de négociation. On va y revenir. C'est toujours le cas de la part de Donald Trump. On l'a vécu dans justement tous les autres débats, ou alors lorsqu'il doit venir témoigner à la barre de dire oui je viens pas. Et c'est parce que très souvent c'est pour tenter de négocier au moins aux yeux du public des meilleures conditions pour les débats, obtenir ce qu'il a envie d'obtenir. On va y revenir. Et la troisième, je vous en parlais tout à l'heure avec les difficultés de cette campagne, c'est la nécessité pour Trump de reprendre la main, d'être celui qui impose son rythme et pas celui qui est en réponse de
de ce que fait Kamala Harris, qui est vraiment un véritable problème en même temps. En ce moment, il essaye de répondre, et donc à chaque fois, Kamala Harris a un coup d'avance. Et dans cette stratégie, pour le coup, de Kamala Harris, c'est non seulement on a un coup d'avance, mais on a compris comment piéger la campagne Trump, et au sein de la campagne Trump, piéger directement Donald Trump, en lui forçant la main sur des choses qu'il n'a pas envie de faire et qui ne sont pas bonnes pour sa campagne. Mais, inspiré par ce qu'a fait le Lincoln Project depuis 2020, cette Strategy of One, qui est cette espèce de méga super trolling de Donald Trump pour lui forcer à commettre des erreurs, la campagne Harris est devenue maître dans cette stratégie de jeu d'échecs de forcer Trump publiquement à l'erreur. Et ce débat et ce poste de Trump, c'est cette illustration. En fait, ce que l'on ne savait pas jusqu'à ce que Trump publie son message, c'est que actuellement, il y a des négociations entre la campagne Harris et la campagne Trump sur les conditions de ce débat-là. Lorsque, en juin dernier, Donald Trump a débattu Joe Biden, il y avait plusieurs éléments qui ont été négociés et plusieurs demandes qui venaient, entre autres, du camp Biden. Le camp Biden avait regardé le débat de 2020, les débats de Trump en 2016 lorsqu'il était candidat aux primaires républicaines et que donc il avait détruit un par un, c'est une des qualités qu'il faut lui rendre, il avait détruit un par un ses opposants, dont un Jeb Bush, Ted Cruz, etc., etc. Et puis les débats contre Hillary Clinton. Et ces débats-là ont tous un point commun, c'est que Trump n'avait jamais arrêté. Son micro était toujours ouvert et même lorsque ce n'était pas à lui de parler, il n'arrêtait pas de harceler ses adversaires. Il n'arrêtait pas de les pousser à l'erreur. Quand un candidat, on se souvient entre autres de Hillary Clinton, qui allait expliquer, qui démontrait quelque chose ou qui voulait poser une accusation ou qui voulait dire non, c'est pas vrai, Trump était derrière elle à aboyer que oui, c'était vrai, non, ça s'est pas passé comme ça, tu seras la prochaine en prison, etc., etc. Et donc ça, c'était le point commun, tandis que Thomas va vous montrer des clichés de ces débats-là, c'était le point commun de la stratégie de débat de Trump 2015, 2016, 2020. Son micro n'était jamais fermé et donc vous voyez, y compris lorsque Hillary Clinton était en train de parler, il était derrière elle. Donc déjà en termes d'image, ça n'avait pas été cultivé comme il aurait fallu le faire par l'image de Hillary Clinton, cette espèce de masse derrière Hillary Clinton qui était presque celle d'un prédateur. La campagne Trump a appris de cette erreur-là et lorsqu'il a fallu débattre Joe Biden en 2020 et puis encore en 2024, ils ont imposé le fait que on reste justement derrière un podium pour éviter ces images. Imaginez cette image qu'on pourrait avoir le 10 septembre, parce que oui, ce débat aura lieu normalement, je vous expliquerai pourquoi après, d'avoir un Donald Trump imposant et ce côté prédateur derrière Kamala Harris. Et donc ça, c'était la stratégie. J'interromps, je parle tout le temps, j'attaque, j'insulte, j'insulte. En 2024, lorsque la campagne Biden négocie avec Donald Trump le débat, ils obtiennent
ils obtiennent pour ce débat sur CNN que le micro de Donald Trump soit coupé lorsque ce n'est pas à Donald Trump de parler. Donald Trump refuse dans un premier temps, gardez ça en tête, il refuse que son micro soit fermé, et puis menace, comme il a fait cette fois-ci, de ne pas faire ce débat avec Joe Biden. Finalement, il le fait et accepte que son micro soit fermé. Nouvelle donne, nouveau game avec le débat de Kamala Harris. Et c'est intéressant, c'est le changement stratégique pour le coup des deux campagnes. La campagne Trump, qui était opposée à ce que les micros soient coupés, cette fois-ci, ils y sont favorables. Pourquoi ? Parce que ça permet de contrôler leurs candidats. Comme je vous ai expliqué en introduction de cette émission, aujourd'hui, le problème de la campagne Trump, c'est le fait que lorsque Trump est incontrôlable, et donc essayer de le garder en message, de le garder concentré au maximum. Et donc on se dit, si son micro est coupé quand Kamala Harris parle, ça va éviter qu'il l'interrompt et qu'il l'attaque et qu'il commette une erreur. Donc on est pour que ces micros soient coupés. Du côté de la campagne démocrate, changement stratégique, si du côté des conseillers de Biden ont souhaité que les micros sont coupés, du côté de la campagne de Kamala Harris, on veut que le micro de Trump reste ouvert en permanence. Pourquoi ? Parce que non seulement ils sont persuadés que Donald Trump n'arrivera pas à se contrôler face à Kamala Harris, mais ils vont tout faire pour qu'il y ait ce moment où, sans contrôle, dans une déclaration, lorsque par exemple Kamala Harris est en train de parler de l'agression sexuelle de Donald Trump qui a été requalifiée comme viol, que Donald Trump s'emporte. C'est leur stratégie, et cette stratégie, il la prépare un moment, et je peux vous dire que pour la semaine du 10 septembre, pour les jours qui vont prévenir, ce que la campagne Biden n'avait pas fait, ce que la campagne Harris va faire, il n'y a pas encore de déclaration officielle, mais je peux vous le dire, ce qu'ils vont faire, c'est que dans les jours précédant le débat, ils vont envoyer tous leurs représentants sur toutes les chaînes de télé, tous les représentants de la campagne Harris, pour provoquer Trump. Parce que provoquer Trump, ça marche. Et donc, ce matin, on a appris que s'il y avait ce frein de la part de Trump, c'est parce qu'il y a cette négociation. On a cet extrait de Politico, donc que Thomas va vous montrer, où un des directeurs de campagne de la campagne de Kamala Harris reconnaît que le problème, c'est que du côté de Trump, on ne veut pas, et au lieu de le dire simplement, ouais, ils ne veulent pas le micro, en fait, la déclaration, et c'est le nouveau ton de cette campagne, est à l'offensive. De dire, voilà, la campagne Trump ne veut pas du micro parce que ils ont peur que Trump fasse une erreur. D'ailleurs, c'est fort possible que Trump ne soit même pas au courant que c'est le problème parce qu'il ne supporterait pas de passer pour un faible. Évidemment, tout ça, c'est de la provoque. C'est de la provoque. Mais ce qui est fou, c'est que cette provoque marche avec Donald Trump. Et donc, la campagne Harris, dans cette déclaration, a envoyé sa ligne à la mer en espérant que cela morde. Et Donald Trump ne nous a pas déçus. Would you want the microphones muted in the debate whenever you're not speaking? We agreed to the same rules. I don't know. It doesn't matter to me. I'd rather have it probably on. But the agreement was that it would be the same as it was last time. In that case, it was muted. I didn't like it the last time, but it worked out fine. I mean, ask Biden how it worked out. It was fine. And I think it should be the same. We agreed to the same rules.
Same rules and same specifications. And I think that's probably what it should be. But they're trying to change it. The truth is they're trying to get out of it because she doesn't want to debate. She's not a good debater. She's not a smart person. She doesn't want to debate. Donc voilà, donc Donald Trump qui est obligé d'être publiquement sur la défensive, donc il projette de la faiblesse. Hein, c'est vraiment l'idée qui a été le piège qui a été tendu par la campagne Harris, de le piéger par rapport à ça. Donc il est en train de dire non mais moi je veux les règles qui ont été prises avant. Oui, les règles ont été prises par Joe Biden, que tu as accusé que justement qu'il utilisait ces règles pour se protéger parce que c'était un candidat âgé qui avait des problèmes cognitifs. Donc voilà, c'est un boomerang qui lui revient violemment. Et Trump étant Trump, il peut pas accepter cette posture de faiblesse. Donc dans la même déclaration, il dit ok, ça devrait être les règles d'avant, mais bon, moi j'ai aucun problème si les micros vont être ouverts. Donc ça va arriver au point où il y a de très fortes chances que la campagne Trump soit obligée de agiter le drapeau blanc et accepte que le micro soit ouvert et que donc Trump il sait très bien, son entourage sait très bien pourquoi il souhaite que ce micro reste ouvert en permanence avec ces lignes d'attaque de Kamala Harris, ces provocations, et ça va mettre une pression encore plus forte sur Trump pour ce débat de ne pas commettre la boulette et de rester discipliné en contrôle pendant 1h30. Et généralement, c'est quelque chose qu'il ne sait pas faire. Donc voilà. Le 10 septembre, pourquoi le 10 septembre ce débat va avoir lieu? Parce que dans la réalité, Donald Trump en a besoin. Il en a besoin, et si ce débat n'a pas lieu le 10 septembre, c'est qu'il considère que ses chances de gagner l'élection présidentielle sont quasiment pas nulles. Il en a besoin pour tenter de reprendre la main, pour exister, pour peut-être démontrer que Kamala Harris n'est pas capable de tenir et qu'elle ne tiendra pas. Si elle ne tient pas contre Donald Trump, c'est qu'elle ne pourra pas tenir contre un Vladimir Poutine, par exemple. Mais donc, il en a besoin. Donc c'est pour ça qu'il le fera et que nous commençons à arriver à la situation où il va accepter que les micros seront ouverts. Évidemment, petite parenthèse, le 10 septembre, pour ce débat-là, nous avons tout un programme spécial prévu pour vous, une émission d'avant-débat où normalement je serai rejoint par Alexis Buisson et sûrement Jean-Marc Vallée pour discuter, Jean-Marc Léger pour discuter de ce débat-là. Et puis évidemment, nous serons en direct pendant le débat pour vous le faire vivre en français, remise en contexte et pour ne rien rater de tout ce qui se passe. Donc encore une fois, si vous n'êtes pas encore abonné, voilà, à peu près, abonné à la chaîne à notre chaîne de maintenant Média, c'est le moment de le faire. Cliquez sur la sonnette de notification. Ça va être un grand programme. On va être avec vous toute une partie de la nuit. Le lendemain, évidemment, dans Maintenant Matin, on vous en montrera les meilleurs moments, mais ne venez pas rater ce moment en direct. Ça va être complètement fou. Et donc, c'est le 10 septembre prochain, normalement, si tout se passe bien. On va aller sur un peu plus loin pour vous montrer jusqu'où va aller cette stratégie de forcer Trump à l'erreur et comment on va le provoquer du côté de la campagne Harris, mais aussi des alliés. Et donc, je vais vous montrer la vidéo que le camp Harris sur Twitter vient de poster il y a quelques minutes pour se moquer du fait que Donald Trump est un peureux. En anglais, on dit qu'on est chicken.
chicken, c'est poulet. Et donc, écoutez bien, montez le son. Ce que vous allez voir et entendre a été posté pas par un fan, pas par un groupe politique, mais par la campagne Kamala Harris, Tim Walz, sur leur compte X. On écoute ça tout de suite. Debater. Well, wait. But because they already know everything. They say, oh, Trump's, not doing the debate. That's the same thing they say now. I mean, right now I say, why should I do a debate? I'm leading in the polls. And everybody knows her, everybody knows me. But when I looked at the hostility of that, I said, why am I doing it? Let's do it with another network. Donc voilà, Trump expliquant la logique de ne pas vouloir faire de débat recouvert, l'audio ce n'est pas une erreur, ce n'est pas Thomas qui s'est amusé, c'est la campagne de Kamala Harris qui a mis donc ces bruitages d'une basse-cour de poules et de poulets pour montrer que Trump est peureux. Donc on provoque Donald Trump parce que à chaque fois que Donald Trump est provoqué, ça marche. Et donc justement, dans la même idée, en parallèle de ça, le groupe Lincoln Project, qui a été précurseur, mais en fait on va voir qu'il y a eu d'autres précurseurs avant, mais qui a été précurseur de cette stratégie. Je vous rappelle, ce sont des anciens républicains. Et les républicains ont toujours été beaucoup plus offensifs dans leur campagne publicitaire et dans les campagnes présidentielles. Et c'est pour ça que, par exemple, en 2004, ils ont détruit un candidat comme John Kerry, qui, sur le papier, paraissait un candidat idéal, parce que les républicains savent faire. Et donc, les démocrates, maintenant, reprennent ces outils utilisés par la droite républicaine. Et donc le Lincoln Project, ce qui est intéressant, ce sont des anciens stratèges de campagne, des directeurs de campagne, des communicants républicains qui sont aujourd'hui des Never Trumpers, donc qui sont des opposés à Donald Trump et qui ont poussé à la perfection cet art de la provocation. On va regarder leur dernier spot qui vient chercher Donald Trump sur ce qui est pour lui le plus important, le succès, l'audience, la starisation. Et puis je vais vous donner un dernier élément pour vous montrer combien ces pubs sont efficaces et rendent fou Donald Trump. Donald, Kamala Harris is a star, a real star. Her TV ratings bigger than yours by a lot. Her polls rising, yours limp. She's winning, Donald. She's better than you on TV, smarter, more charisma, a better speaker, more patriotic, more American, stronger. Even Fox News is hanging up on your crazy calls. Mr. President, thank you so very much, sir. You've lost it, Donald, and you're about to lose everything. T'es en train de perdre, Donald, et tu vas perdre tout. Ça, c'est de la provocation qui rend fou Donald Trump. Ces publicités ne passent pas dans la totalité du territoire. Elles ne s'adressent pas aux électeurs. Elles s'adressent directement à Donald Trump. Elles sont diffusées aux endroits où Donald Trump est. Donc, lorsqu'il est à Mar-a-Lago, les publicités passent sur les antennes de Fox News locales de Palm Beach en Floride. Lorsqu'il est à Bedminster dans le New Jersey comme il était récemment, ces publicités passent sur Fox News à un moment où on sait que Donald Trump regarde la télévision sur Fox News régionale. Elles passent sur les téléphones grâce à des stratégies de géotagging. Elles sont diffusées sur YouTube uniquement dans ces zones géographiques pour dire voilà, même si Trump ou son entourage regarde à Bedminster une vidéo sur YouTube, s'ils veulent regarder la chute, par exemple, en début d'émission, il y aura la publicité de Donald Trump provoquée par le Lincoln Project et où on sait que ça marche.
Et c'est pas la première fois que ça se passe. Ça s'était déjà passé pendant la présidence. La première fois qu'ils ont tenté cette stratégie de venir provoquer Donald Trump, et Donald Trump avait réagi publiquement, c'était lorsque Donald Trump était à Washington. Il était président, tous les soirs il tweetait, c'était avant Truth Social, sur les programmes de Fox News, de Tucker Carlson, de Lauren Graham, etc., etc. Et donc le Lincoln Project avait acheté des spots publicitaires qui étaient diffusés à ces heures-là sur Fox News, uniquement dans cette partie de Washington qui a englobé la Maison-Blanche pour que Trump voit ses publicités. Et ça a marché tellement que Donald Trump avait réagi publiquement en s'attaquant à Lincoln Project, mais que surtout, pour lui remonter le moral, le Parti républicain avait été obligé d'acheter des spots publicitaires à sa gloire et de les diffuser sur ces mêmes horaires et ce même canal pour être certain que Donald Trump, lorsqu'il se mettait sur Fox News, il voyait des pubs en sa faveur. On vient d'apprendre ce matin, vous savez que je suis les achats, ce qu'on appelle les ad boys, donc les achats publicitaires. On vient d'apprendre que le Parti républicain vient d'acheter des spots publicitaires qui vont être diffusés uniquement sur la zone de Palm Beach qui couvre Mar-a-Lago, pour s'assurer que Donald Trump, qui va rentrer de vacances, lorsqu'il va allumer la télé ou aller sur YouTube, voit des pubs en sa faveur. C'est du gaspillage de temps, c'est du gaspillage de ressources, parce que c'est de l'argent qui est utilisé, qui ne va pas convaincre un électeur, mais qui est pour rassurer l'ego de Trump. Et rassurer l'ego de Trump, le oui, flattez-moi, effectivement, ça rappelle aussi Louis de Funès et Yves Montand dans La folie des grandeurs. Donc, ce oui, flattez-moi, Donald Trump en a d'autant plus besoin que je peux vous garantir que la question de l'âge et de son âge va revenir très très fort dans la campagne. Et on voit que c'est un problème. Je vais vous montrer des images de Donald Trump une image de Donald Trump au début de son dernier meeting public, sa dernière sortie publique. Ce n'est pas une photo truquée. Ce n'est pas une photo truquée, c'est une capture d'écran de son meeting vendredi en Arizona. Donc vous le voyez, d'accord? Ça c'est pour le meeting. On a une photo non truquée, Associated Press, de son meeting le matin même à Las Vegas. Regardez, ce n'est pas truqué, on n'a pas joué avec la balance des rouges, c'est vraiment le visage de Donald Trump, complètement peint. On s'en est rendu compte lorsqu'on le voyait à l'image, parce que nous étions à un moment direct dans la chute, le fait qu'il avait ces deux ronds blancs autour des yeux, c'est Donald Trump à ce moment-là. Pourquoi ? Parce que, justement, la question de l'âge va réarriver. Et la question de l'âge, évidemment, c'est quelqu'un de 78 ans, ce n'est pas flatteur. Donc ces maquillages, c'est en réponse à deux photos qu'on va regarder avant de vous montrer un petit spot. Ces deux photos, c'est la veille dans l'Arizona, en extérieur, où il ne s'est pas maquillé autant, très certainement pour ne pas transpirer avec la chaleur au lieu d'avoir un masque dessus. Et donc, on va voir la deuxième photo, c'est Donald Trump aujourd'hui. Et donc, la question de l'âge de Donald Trump va revenir un enjeu. Je vais vous montrer une vidéo qui a été filmée ce week-end à Bedminster entre deux tours de golf, parce qu'en fait il joue, c'est très bien d'ailleurs pour lui, il joue au golf en permanence, et vous allez voir, donc on retourne d'abord avant de la voir sur l'image de Trump dans son meeting, gardez-la en tête. Donc voilà Trump en meeting, visage de bronze, doré, pour cacher son âge. Et puis Donald Trump au naturel ce week-end à Bedminster. On regarde la vidéo tout de suite. Donc voilà.
Et pourquoi l'on sait que l'âge, qui pour l'instant n'est pas un sujet, va revenir? Parce que ce n'est pas la première fois que les démocrates se retrouvent face à cette situation, et à chaque fois qu'ils l'ont exploité, ils ont gagné l'élection. On va repartir en arrière, on va partir en 2008. Barack Obama contre John McCain. Barack Obama contre John McCain. Il y a des tas de pubs, il y a des tas d'arguments qui sont faits tout au long de la campagne, mais lorsque on se rapproche du money time, le money time, c'est lorsqu'on se rapproche de l'élection de novembre 2008, les démocrates disent voilà, maintenant ce qu'il faut vraiment trancher, vraiment montrer, c'est que McCain est vieux. Donc en 2008, Trump n'est pas encore passé par là, on ne le dit pas comme ça. Donc on ne le dit pas avec la même violence, on le dit avec une espèce d'humour, mais le message est le même. Et ce message, cette publicité de campagne que je vais vous montrer, qui s'attaque à l'âge et au côté largué en termes de génération de John McCain, c'est une des pubs qui a eu le plus d'efficacité en 2008. Et à la fin, lorsque l'on a demandé aux électeurs pourquoi ils avaient voté pour Obama à la place de John McCain, la raison principale, c'était ce changement générationnel. On a un candidat qui a 78 ans, qui se maquille pour cacher son âge, et de l'autre, on a une candidate de 59 ans. Et donc, on va voir comment, en 2008, les démocrates avaient déjà utilisé cette stratégie de l'âge et comment elle avait fonctionné. Vas-y, Thomas. 1982. John McCain goes to Washington. Things have changed in the last 26 years, but McCain hasn't. He admits he still doesn't know how to use a computer, can't send an email, still doesn't understand the economy, and favors $200 billion in new tax cuts for corporations, but almost nothing for the middle class. After one president who was out of touch, we just can't afford more of the same. I'm Barack Obama, and I approve this message. Voilà, donc l'idée que John McCain était complètement largué, qu'il ne savait pas se servir d'un ordinateur, il ne savait pas, nous sommes en 2008, il ne savait pas envoyer un email, qu'il était trop vieux. Donc ce n'était pas dit frontalement parce que en 2008, on ne faisait pas les choses comme ça, mais ça va être un des angles qui va être utilisé. Pour l'instant, les publicités de la campagne de Kamala Harris sont surtout des publicités pour présenter la candidate, ses points forts, sa biographie, etc. Je peux vous garantir que dans les semaines qui arrivent, on va partir dans de la publicité négative sur Donald Trump. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels l'attaquer, y compris entre autres sans le fait que RFK Junior, qui arrive avec énormément de bagages, vienne de rejoindre sa campagne. Dans tous les cas, l'âge de Donald Trump, cette arme qu'il avait décidé d'utiliser contre Joe Biden, va être utilisée désormais contre lui parce qu'elle marche. Elle a marché pour faire tomber Joe Biden, elle a marché pour battre John McCain, elle marchera contre Donald Trump. Ça va être un sacré retour de Kamala. Voilà, allez, on fait une petite pause et on se retrouve tout de suite pour la suite.